La question générale que je me pose, c'est au fond, que se passe-t-il? J'ai le sentiment que le dispositif de soins psychiatriques français est un peu au milieu du gué. Alors, il y a un côté intéressant dans la situation, parce que quand on est au milieu du gué, ça veut dire qu'on a franchi la moitié de la rivière, et que donc on s'est rapproché de notre berge. Je dis cela parce que je pense qu'assez souvent on s'autoflagelle sur notre dispositif de soins français. Si on regarde les choses avec un peu de distance sur les 20 ou 30 dernières années, je crois qu'on peut juger qu'en prenant un peu de recul, on mesure les transformations majeures, fantastiques qu'a connu le dispositif de soins psychiatriques français. Souvenir personnel, j'ai été interne, en psychiatrique, et dans le service où je travaillais, il y avait 9 unités de soins. Et c'était la taille classique de tous les services de cet hôpital. Aujourd'hui, 40% des services ont une ou deux unités de soins dans l'hôpital. Aujourd'hui, les 3/4 des patients, 80%, sont suivis hors de l'hôpital. Beaucoup ne sont pas hospitalisés, ne sont jamais hospitalisés. Les durées de séjour en milieu hospitalier se sont complètement transformées. La moyenne aujourd'hui, c'est environ 30 jours. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était on est autour de 300 jours. Donc on a quand même eu une transformation qui a été extraordinaire si on regarde sur les 20 ou 30 ans. Donc ça c'est le côté, je trouve, positif qu'il faut mettre en avant quand on parle de notre situation. Mais en même temps, au milieu du gué, c'est un moment un peu difficile parce qu'on a l'impression que par moment on pourrait revenir sur la berge qu'on a quittée. Et parce qu'il y a tellement de tourbillons qu'on se sentirait un peu plus en sécurité. Et il y a des moments où j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette situation. On pourrait bien revenir en arrière et revenir sur la berge que l'on a quittée. Alors, c'est toujours la question, que se passe-t-il? Qui me fait dire cela? Je reprends toujours mon exemple de quand j'étais interne, puis ensuite j'étais assistant dans un service où je m'occupais d'un pavillon dont personne ne voulait s'occuper, où il n'y avait que des hommes, c'était que des patients difficiles, enfin difficiles, tous les HOHDT, le service était hospitalisé là, et pourtant les portes étaient ouvertes. On avait une chambre d'isolement, mon souvenir c'est que cette chambre d'isolement on l'utilisait exceptionnellement, c'était assez rare d'avoir besoin de la chambre d'isolement. On avait même inventé des formules de prise en charge de personnes dans une chambre d'isolement ouverte. Et en 4 ou 5 ans, je me souviens d'avoir eu 2 fusions, dont une c'est l'interné pour le patient, et quelques mois après, il s'est isolé par le coup. En tout cas, on travaillait de cette manière. Aujourd'hui, je visite des hôpitaux où toutes les chambres d'isolement sont pleines, où on a désectorisé les chambres d'isolement, parce que pour essayer de les utiliser au mieux, enfin au mieux en fait. L'exposé de Jean-Luc Rollin a montré que seulement 23 ou 27% des services ont les portes ouvertes. Je me souviens d'il y a quelques années encore, il y avait eu une instruction qui avait été adressée à tous les secteurs, une circulaire qui disait très explicitement qu'il ne fallait pas fermer les portes du service d'hospitalisation. Donc, je me dis, bon, que se passe-t-il? On a fait un travail sur la question de la dangerosité parce que il y a plusieurs établissements hospitaliers, à chaque fois on a fait état de violence. Entre parenthèses,
qu'on aille, c'est toujours ce qui revient. Vous rencontrez des enseignants, ils vous disent qu'il y a plus de violence chez les élèves. Vous allez dans les prisons, les surveillants vous disent c'est épouvantable, l'agressivité, la violence ne cesse d'augmenter. Vous rencontrez les travailleurs sociaux, ils vous disent la même chose. Vous rencontrez les médecins généralistes, ils vous disent aussi la même chose. Et vous rencontrez des soignants, ils vous disent aussi que les événements indésirables, que maintenant on compte, sont devenus de plus en plus nombreux et importants. Or, c'est difficile de savoir ce qu'il en est exactement. On voit des chiffres, effectivement, avec des événements indésirables qui sont de plus en plus importants dans les hôpitaux. Mais quelquefois où on a essayé d'apprécier la réalité des dommages réels subis par les soignants, on s'est dit qu'on va regarder par exemple les arrêts de travail liés à des agressions de patients. Chaque fois qu'on les a regardés, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas augmenté, voire même qu'ils avaient parfois légèrement reculé. Et pourtant, dans tous ces hôpitaux, dans tous ces services qui ont constaté ça, il y avait un sentiment de danger beaucoup plus riche et important qu'il y a encore quelques années chez les soignants. On a même été dans une situation où ceux qui nous ont montré les chiffres ont été étonnés de découvrir que les arrêts de travail n'avaient pas augmenté. Ils étaient persuadés, pourtant c'est eux qui les recueillent ces chiffres, ils étaient persuadés que la situation allait en empirant. Alors, donc il y a un sentiment. Les professionnels, manifestement, se sentent entendus. Je crois que ça fait partie des choses à examiner. Et ça ne repose pas forcément sur une réalité. Mais en tout cas, il y a un danger de plus en plus important. Un sentiment de danger de plus en plus important. Donc on peut penser que parfois, il n'est pas tout à fait à justifier. Parce que l'impression qu'on a eue, c'est qu'il y a des flottements dans les pratiques, que les organisations ne sont pas toujours adaptées, la situation de l'hôpital a changé. Les équipes n'ont pas eu la même formation. Bref, il y a beaucoup de raisons additionnelles qui peuvent expliquer certainement ce sentiment de danger. Souvent on a entendu une phrase qui est revenue de manière assez répétitive. Tout ça, c'est un phénomène de société. On rencontre un policier, il vous dit c'est un phénomène de société, l'autorité n'est plus respectée dans ce pays, et voilà, ben, on n'y va rien. Alors, l'impression que. Alors, du coup, je me suis de plus en plus méfié du concept de phénomène de société, qui me paraît une façon d'arrêter de penser ce qui est en train de se produire. J'ai aucune idée, parce qu'il y a un côté fataliste, quoi. Quand on vous explique ça, phénomène de société, donc il faut arrêter, c'est plus la peine d'aller chercher à comprendre ce qui se passe. On a là l'explication, on n'y peut pas grand chose, donc on continue comme on fait. En réalité, je pense que c'est un alibi pour arrêter, pour ne pas essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est en tout cas évident, il me semble, c'est que cette espèce d'explosion du sentiment de dangerosité, je ne sais pas si ça se traduit par beaucoup de dommages réels, si ça s'appuie sur beaucoup de dommages réels. Il faudra vous annoncer des statistiques. Les statistiques qu'on a pu trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, figurez-vous que c'est une question qui est assez peu étudiée en réalité, et particulièrement en France. On trouve que des statistiques étrangères le plus souvent. Quand on en trouve, on trouve que la question des actes criminels commis par des malades mentaux représente environ 3 à 5% dans les enquêtes qu'on a décidées des crimes commis. Je trouve que c'est pas quand même aussi affolant qu'on imagine, mais qu'en même temps ça existe. Mais bon, en tout cas,